Ce qu'on appelle l'indice de la paix, qui est d'ailleurs fabriqué toutes les 6 mois par l'Université de Tel Aviv et l'Institut de la démocratie israélienne. Et voilà que les derniers indices montrent qu'il y a aujourd'hui près de 70% d'Israéliens qui sont contre la création d'un État palestinien, contre donc un compromis territorial, parce qu'il est apparu très clairement aux yeux d'une majorité des 2 tiers, plus des 2 tiers des Israéliens, que ce conflit n'était pas un conflit territorial, c'était un conflit religieux, en tout cas pour la partie arabe et la partie djihadiste, et un conflit de civilisation entre, disons, un pays développé comme le nôtre et finalement des formes sociopolitiques archaïques qui en sont même pas au stade national. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver pour une nouvelle émission des découvertes littéraires by Lilmod. Si vous appréciez ce qu'on propose sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Richard Darmon qui fait paraître ces jours-ci son livre La Seconde Guerre d'indépendance d'Israël, 7 octobre 2023, Effroi et résilience, qui paraît donc aux éditions Les Provinciales. Shalom Richard. Bonjour et shalom. Merci Richard d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que tu es expert en géopolitique et journaliste international en Israël. Dans ce livre, tu analyses les grandes phases, les enjeux de cette guerre qui ont déjà bouleversé en fait le cours de l'histoire. J'aimerais commencer aujourd'hui par cette question de la résilience, puisque ça fait partie du titre. Tu as donné en sous-titre Effroi et résilience. Je rappelle que la résilience, c'est la capacité d'un individu ou d'une société, d'une communauté à surmonter une situation difficile, à s'adapter aux épreuves et à se reconstruire. Depuis le 7 octobre, on n'a jamais entendu autant ce mot résilience, résilience, résilience. Mais est-ce que ça ne revient pas peut-être à se voiler la face? Je m'explique. Nous sommes en guerre depuis plus d'un an. Nous insistons pour montrer que tout va pour le mieux, malgré les pertes de nos soldats, malgré les otages, malgré les familles déchirées. On a encore de façon quotidienne des missiles qui tombent dans le nord d'Israël, plus de 60 000 familles qui sont déplacées. Est-ce que la résilience n'est peut-être pas une manière de nous donner de la force ou de montrer au monde une façade solide? Est-ce que, Richard, tu as des données tangibles qui nous permettent de parler véritablement de résilience ou est-ce que c'est peut-être un mensonge qu'on se raconte à nous-mêmes et à l'ensemble du monde? Je crois qu'il y a plusieurs niveaux de réponse à cette question-là, qui est assez essentielle. Le fait est que dès les premières heures du 7 octobre, on a assisté à cette résilience. C'est un fait assez hallucinant de voir que, alors que l'armée, les forces de défense, la police étaient en fait paralysées dans les premières heures du 7 octobre, ce sont des Israéliens du rang, soit civils, soit militaires, qui ont pris l'initiative, en comprenant l'ampleur du désastre qui se déroulait au sud du pays, qui ont pris l'initiative et leurs armes personnelles, leurs voitures, et qui sont accourus, plusieurs milliers sont accourus sans aucun ordre de la hiérarchie militaire ou policière. Encore que les policiers, c'est un peu différent parce que dans le sud, ils se sont battus avec un certain commandement et il y avait un certain ordre. Mais en tout cas, oui, cette résilience, c'est une résistance spontanée qui a d'ailleurs sauvé le pays parce que ce sont eux qui ont fait barrage au Hamas et au djihad islamique pendant les premières heures, ou en tout cas les 10 premières heures de ce sinistre 7 octobre. Et alors que le pays, après tant de mois de guerre, il y a de nombreux soldats et de certains civils traumatisés qui sont d'ailleurs traités, etc. Ça fait partie des réalités de la guerre. Oui, ça existe, mais donc faut pas négliger qu'une période d'ailleurs aussi longue, et c'est d'ailleurs entre autres pourquoi j'ai donné ce titre de Deuxième guerre d'indépendance, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais cette longue guerre ne peut pas ne pas avoir d'effet. Et tout le monde, évidemment, n'est pas dans disons, le sourire aux lèvres et les armes en avant pour dire qu'on est résilient et que peu nous importe ce qui se passe. Il y a évidemment des dégâts et il y a des traumatismes. D'ailleurs, ce sous-titre que j'ai donné au livre qui s'appelle Effroi et résilience, on pourrait aussi parler d'un sursaut. Ça d'ailleurs, j'ai cité une phrase en exergue au livre d'un résistant français que tout le monde connaît parce qu'il porte
on a donné son nom à beaucoup de rues dans les villes de France. Pierre Brossolette, qui avait dit, quelques mois avant d'être lui-même assassiné par les nazis, devant la perte de beaucoup de résistants, il avait dit: ce que l'on attend de nous, ce ne sont pas des sanglots, c'est un surgissement. Et je crois en hébreu Théouza. Et je crois que c'est pas, c'est une réalité que ce soit dans l'armée, que ce soit dans les forces de police et ailleurs, il y a eu et il y a toujours cette volonté fervente de défendre le pays. Alors, Euh, on l'a vu justement, ces soldats, dès les premiers instants, même si le chef d'état-major n'était pas prévenu, on va parler de tout ça, ne savait pas ce qui allait se passer, on a vu justement ces citoyens, ces Milouïm, ces réservistes qui ont tout de suite pris les armes et donc une forme de résistance. Est-ce qu'aujourd'hui, plus d'un an après la catastrophe du 7 octobre, est-ce qu'on a des données tangibles qui nous montrent du doigt, de façon statistique, pour dire oui, nous sommes une société qui est en voie de résilience? Oh, écoutez, il y a plusieurs aspects. Je donne un exemple souvent que je cite d'ailleurs à la fin du livre. Vous savez que chaque année, l'OCDE, commune de développement économique, qui regroupe la plupart des grands pays occidentaux, enfin des pays industrialisés, en fait, fait un classement, un palmarès de ce qu'ils appellent le palmarès de l'espoir, et ils chiffrent dans pays par pays, il y a peut-être une soixantaine de pays, un peu plus même, 70 je crois, ils chiffrent par sondage la volonté, enfin le moral des résidents de chaque État. Et ça se mesure, par exemple, une des questions qui est posée, c'est est-ce que vous envisagez de quitter le pays où vous êtes? Or, le paradoxe, ça c'est une donnée statistique, bon, Israël arrive en tête de cet indice. Parce que, comme vous le signalez, alors que le pays est en guerre depuis plus d'un an et que de toute manière, il est en guerre, on peut dire, depuis 48, puisque au niveau légal, on est toujours dans l'état d'urgence en Israël. Depuis 48, les lois de l'état d'urgence n'ont pas été levées. Et que si on fait la moyenne de toutes les guerres qui ont eu lieu, que ce soit les grandes guerres, comme celle des 6 jours, la guerre de Suez avant, en 56, la guerre de Kippour, les deux guerres du Liban, et qu'on ajoute aussi les opérations, les deux ou les trois intifadas, plus toutes les opérations à Gaza, on arrive à peu près, et puis bon, la deuxième guerre du Liban, si on arrive à 18 conflits en 75 ans, faites une division, ça veut dire que, bon, c'est pas une moyenne intéressante, c'est qu'en fait ici, tous les 4 ans, il y a en moyenne un conflit majeur. Donc, on est D'ailleurs, j'avais interviewé il y avait quelques années, au moment des printemps arabes, qui se sont transformés en hiver islamique. D'ailleurs, j'avais interrogé le ministre de la Défense de l'époque, qui s'appelait Bogi Alon, qui a un petit peu tourné depuis, et qui m'avait expliqué que, de manière assez intelligente à l'époque, en fait, les guerres d'Israël, c'était la poursuite de la même guerre, de la guerre d'indépendance, en fait, sur d'autres théâtres d'opérations avec des conjonctures évidemment différentes, mais c'était la même guerre qui se poursuivait parce qu'elle exprimait le refus de tout ou partie des voisins d'Israël, de refus arabe qu'Israël existe. Et donc, si vous voulez, quand vous prenez cet indice de l'OCDE, c'est assez incroyable, c'est que, et y compris le dernier indice qui est paru cet hiver, enfin l'hiver dernier, c'est-à-dire l'hiver en février, je crois, de février-mars de 2024, 2023. il s'avère que une majorité écrasante d'Israéliens ne veulent pas quitter le pays. Alors, il y a eu évidemment, on a fait état statistiquement de gens qui quittaient le pays, peut-être par désespoir ou par fatigue ou par peur, peu importe. Mais le fait est que cet indice, qui est d'ailleurs pas mesuré par des Israéliens, mais c'est un indice international, montre que même en période de guerre, les Israéliens sont heureux de vivre dans le pays, n'ont pas envie de le quitter. Alors, il y a un autre indice aussi, pour parler de statistiques, mais ça, c'est des choses de fond dans la sociologie du pays. C'est qu'Israël arrive en fait, non, il arrive en tête à cet indice que je vais citer maintenant, c'est l'indice de la natalité. Parce que c'est le pays de l'OCDE où on a le plus d'enfants par rapport au nombre, relativement par rapport à la population. En fait, l'indice de l'espoir ou du bonheur, comme je citais, en fait, Israël est en troisième ou quatrième position, mais pas en première. J'avais confondu avec celui-ci. Et donc, celui-ci, ça, c'est quand même encore plus fort. C'est-à-dire qu'un pays dans lequel on aime faire des enfants,
comment dire, c'est pas un pays qui est déprimé, parce qu'au contraire, c'est la vie qui prévaut. Et il y a aussi un troisième indice, toujours de l'OCDE, qui est très intéressant, c'est, si vous voulez, le taux de suicide, paradoxalement, parce qu'il y a aussi... or, en fait, Israël est en dernier rang pour le taux de suicide. C'est un pays dans lequel on est content de vivre, malgré tous les problèmes, dans lequel on fait des enfants et on n'a pas envie de se suicider. Alors, ça fait quand même là des données solides qui montrent que cette résilience, elle est là. C'est pas simplement le nombre de gens qui se dévouent et qui font du Messine-Route Nefesh en se donnant pleinement dans l'armée ou dans la police. C'est aussi une donnée large statistique. Vous écrivez, les activités militaires du Hamas et du djihad islamique représentaient des menaces stratégiques. Pourtant, leurs préparatifs et entraînements étaient souvent menés à ciel ouvert. En transmettant des millions de dollars par an, nous pensions acheter une forme de calme, une stratégie qui s'avérait totalement erronée. C'est ainsi que vous écrivez donc dans votre livre, La Seconde Guerre d'indépendance. Pardon. Vous parlez donc de cette conception erronée qui nous mène droit dans la gueule du Hamas. Pensez-vous que l'ensemble aujourd'hui, que l'ensemble de la société israélienne a changé de paradigme, qu'elle a fait un véritable switch dans sa manière de penser, a revu sa copie sur la manière de travailler et de traiter face à nos ennemis du djihad? Et est-ce que ce changement de perception, de conception de paradigme, est-ce qu'il s'est également opéré au niveau de l'échelon politique et militaire? Alors justement, dans votre question, il y a un début de la réponse, c'est que j'allais vous dire qu'il faut distinguer pour essayer de repérer si oui ou non on a fait ce switch et on se sépare de ces fameuses conceptions, de ces conceptions erronées, stratégiques et sécuritaires. Il faut distinguer entre, disons, le peuple et la majorité des Israéliens et les élites qui gouvernent, d'ailleurs, de quelque tendance que ce soit, et les élites qui ont en main l'appareil sécuritaire du pays, parce que la situation est différente. Alors, en ce qui concerne le peuple, déjà avec le processus d'Oslo, et non pas le processus de paix comme on l'a appelé à tort, mais la guerre d'Oslo, ça a bien montré, et ça remonte quand même à 30 ans, hein, 93, c'est 31 ans, ça a bien montré que toute concession israélienne vis-à-vis d'un partenaire palestinien ou arabe qui n'existe pas pour faire une véritable paix, toute concession est interprétée comme et tout retrait sont interprétés comme des signes de faiblesse. À preuve d'ailleurs, avant Oslo, avant le retrait de la bande de Gaza, il y a eu le retrait du Liban en l'an 2000, qui a fortifié considérablement le Hezbollah. Le Hezbollah est devenu ce qu'il est devenu du fait de ce retrait israélien de la zone de sécurité au Liban, qui avait été créé dans le sillage de la première guerre du Liban en 82. Et ça, c'était un premier signe de faiblesse. Et puis, alors, l'accord d'Oslo, c'en était un autre. On a fait vraiment rentrer comme un cheval de Troie les milices et une véritable armée palestinienne au cœur des villes de Judée et Samarie. Et ça nous a coûté justement la guerre d'Oslo, qui se chiffre, je crois, à plus de 1600 morts israéliens, 5 ou 6 000 blessés et beaucoup de pertes. Et donc ça a été un premier moment où, dans les grandes lignes, il y a pas mal d'Israéliens qui ont pris conscience que les Palestiniens, non seulement n'avaient pas un leadership prêt à faire une paix des braves, mais ne le voulaient pas. Alors, ce qui s'est passé, je crois, le 7 octobre, ça a été véritablement, au niveau, en tout cas, du peuple d'Israël, dans ces grandes lignes. Il y a des sondages qui le montrent. Il y a ce qu'on appelle l'indice de la paix, qui est d'ailleurs fabriqué toutes les 6 mois par l'Université de Tel Aviv et l'Institut de la démocratie israélienne, qui sont peu suspectés d'être très à gauche, très à droite. Et voilà que les derniers indices montrent qu'il y a aujourd'hui près de 70% d'Israéliens qui sont contre la création d'un État palestinien, contre donc un compromis, comme on disait, territorial, parce qu'il est apparu très clairement aux yeux d'une majorité des 2 tiers, plus des 2 tiers des Israéliens, presque les 3 quarts, que ce conflit n'était pas un conflit territorial, c'était un conflit religieux, en tout cas pour la partie arabe et la partie djihadiste, et un conflit de civilisation entre, disons, un pays développé comme le nôtre et une démocratie florissante comme la nôtre, et finalement des formes sociopolitiques archaïques qui en sont même pas au stade national.
et donc qui mettent en avant le djihad et des objectifs qui datent de plusieurs siècles. Et donc, ce décalage a été compris par les Israéliens. Maintenant, en ce qui concerne les élites, et c'est là aussi où le bas blesse et où votre question tombe à pic, c'est que les élites politiques, euh, et je dirais à droite comme à gauche, bon, plus à gauche qu'à droite, mais disons, euh, dans leur majorité, ces élites politiques sont encore accrochées à des conceptions, soit entières, soit des bribes de conception. Et en tout cas, là où c'est encore pire, c'est dans les élites sécuritaires. Parce que même dans la manière d'avoir mené cette guerre, avec ses hauts et ses bas à Gaza, et je donnerai quelques exemples si vous voulez, et encore que maintenant au Liban, peut-être parce que aux yeux de certaines agences de presse et des grands médias, on serait dans une dernière ligne droite avant un accord, mais en tout cas, à part ces 8 derniers jours où le commandement de Tsahal a donné un feu vert complet pour augmenter l'intensité des combats, on a dans l'establishment sécuritaire et à l'état-major de Tsahal, euh, et aussi en partie au Shabak et peut-être au Mossad, c'est un petit peu différent parce qu'ils ont moins de consignes opérationnelles dans la guerre. En tout cas, on a une majorité de gens qui ont été imbibés pendant des décennies de ces conceptions. C'est la conception du compromis, la conception du regard de l'autre. Faut pas se comporter de manière trop excessive parce que on va être sanctionné, on va faire déborder le vase. Et donc, comment dire, dans l'appareil sécuritaire et l'appareil politique, on est loin d'avoir abandonné ces conceptions. Et c'est là, si vous voulez, que le bas blesse. Ce qui est intéressant, c'est pas seulement ce qu'a dit Godfous, en n'ayant pas du tout envie de jouer à la politique. Au contraire, en avertissant les politiques de faire attention à leurs décisions pour qu'ils soient à la hauteur de l'élan populaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui me porte à dire que dans les élites, on est loin d'avoir compris, et y compris les élites de la droite, et y compris au Likoud, parti de gouvernement, c'est que parmi ceux qui ont le plus critiqué cette sortie, entre guillemets, inattendue de Godfous, ça a été entre autres Miri Regev du Likoud, le ministre des Transports, qui l'a presque insulté. Pourquoi? Au-delà des questions de personnes, c'est parce que tous ceux qui sont assis dans leur chaise aujourd'hui au niveau de ce parti de gouvernement, du haut en bas, ont bien senti que il y avait un retournement de situation dans la population, il y avait un tremblement de terre populaire qui pouvait à terme mettre en danger et mettre en danger le fonctionnement et la branche sur laquelle ils sont assis. Et donc, si vous voulez, les conceptions, elles touchent aussi l'ensemble des partis politiques. Merci Richard. On n'aura pas le temps de parler de ça. Il faudra acheter le livre Deuxième guerre d'indépendance pour avoir justement ces Deuxième guerre réponses. Deux d'indépendance commentaires d'Israël, oui. d'Israël. Deuxième guerre d'indépendance d'Israël. Euh, Justement, deux réflexions par rapport à ce que vous venez de dire. Premièrement, le militaire d'Ad Golfous est exceptionnel. Ça a été mon mahat à Nahal. Le 7 octobre, il est descendu. C'est lui qui a dirigé toute l'opération qui a eu lieu à Rihim alors qu'il n'avait reçu aucun ordre. Il a été sur place dès le début. Et peut-être justement, comme vous venez de finir, c'est peut-être ceux qui ont compris les véritables leçons du 7 octobre qui seront la nouvelle classe politique et qui seront élus par le peuple. Mais j'aimerais revenir à ce titre, deuxième guerre d'indépendance d'Israël. Pourquoi? Finalement, Israël a connu des guerres nombreuses, longues, difficiles depuis sa création. Ces conflits ont marqué l'histoire et ont forgé l'identité du pays. Alors pourquoi employer ce terme si fort pour désigner cette guerre? Ce conflit mérite-t-il vraiment d'être comparé à la guerre de 48 qui a permis la fondation de l'État d'Israël? Qu'est-ce qui distingue finalement cette guerre des guerres précédentes? Ben, je vais essayer de vous répondre. Et on pourrait dire, qu'est-ce qui la rapproche de la première guerre d'indépendance? Alors d'abord, au niveau quantitatif, c'est la première fois depuis 48, donc comme en 48, qu'Israël est attaqué sur plusieurs fronts. Parce que on a, on a beaucoup parlé évidemment de la guerre au sud à Gaza, de la guerre au nord avec le Hezbollah qui a commencé presque le 8 octobre, le lendemain, et de la guerre avec l'Iran, puisque c'est le troisième front. L'Iran, en plus, n'a pas dit son dernier mot d'après les derniers pointages. Vous savez comme moi que ils ont dit qu'ils agiraient contre Israël, ils attaqueraient Israël une troisième fois avant la cérémonie d'investiture de Trump.
C'est intéressant. Donc, 3 fronts, mais pas seulement 3 fronts. Il y a au moins 4 autres fronts qui sont peut-être moins intenses, mais qui sont à rapprocher de la situation d'encerclement d'Israël par ses ennemis en 48. Quels sont ces 4 fronts? C'est qui restent. C'est d'une part les Houthis qui tout d'un coup se sont mêlés de ce qui les regardait pas ou ce qui les regardait trop parce que c'est des fanatiques, mais quand même qui ont envoyé plus de 250 missiles en direction d'Elat et du pays. C'est aussi les milices syriennes chiites donc qui ont aussi participé de l'assaut contre Israël, et aussi les milices chiites irakiennes. Donc ça fait 3 autres fronts, alors sans doute mineurs par rapport aux 3 premiers, mais c'est quand même, finalement, quand il y a des attaques, on a aussi affaire à ces missiles-là. Et puis, il y a aussi un 7e front dont on parle peu, mais qui est quand même considérable, c'est la question de la Judée-Samarie, des milices du djihad et du Hamas en Judée-Samarie. Vous savez comme moi que dans toutes les grandes villes, comme Toul-Karem, Shrem et autres, Tsahal agit sans cesse matin et soir, 24 heures sur 24, en éliminant pas seulement des cellules terroristes, mais en déjouant des attentats. Vous savez comme moi, il y a un mois à Toul-Karem, il y avait un commando terroriste qui avait prévu une vingtaine de terroristes qui étaient dans leur QG en plein centre-ville et qui avaient prévu de faire une khadira, une infiltration meurtrière dans l'un des villages israéliens proches de leur ville, donc c'est en Samarie. Et Tsahal était au courant de ce projet et a liquidé tout le monde en bombardant cet immeuble. Mais donc, on a une guerre incessante sur ce front-là. Et donc, ça nous rapproche, si vous voulez, de la guerre tous azimuts qu'il y avait aux frontières d'Israël en 48. Alors ça, c'est au niveau, je dirais, militaire et quantitatif. Maintenant, en quoi est-ce une guerre d'indépendance à un niveau plus profond? C'est que, justement, ce switch, cette théousa, ce saisissement du pays le 7 octobre et dans les jours qui ont suivi, et cette fraternité retrouvée dans Tsahal, ça, si vous voulez, c'est un processus symétrique, mais à l'inverse de ce qui s'est passé au moment de la guerre d'indépendance, c'est très lié. Parce que vous savez comme moi que la guerre d'indépendance, et qui a duré donc presque de novembre, quand il y a eu le plan de partage de novembre 47 jusqu'au printemps 49, ça a duré 1 an et demi, c'était presque 2 ans. Cette guerre, elle a été menée par comment dirais-je, le Yishuv, les membres du Yishuv, mais qui étaient organisés au plan militaire en factions politiques. Il y avait l'Irgun, il y avait la Haganah, le Palmar, le Hetzel. Bref, c'était chaque courant politique idéologique qui divisait la scène politique du Yishuv. Ce sont eux qui ont mené les combats de la guerre de 48. Et ce n'est qu'après, en 49, que Ben Gurion a unifié ces courants et on a fait Tsahal. D'ailleurs, il a fallu jusqu'en 67 on fasse preuve de ce sentiment d'unité au sein de Tsahal pour mériter en 67 de pouvoir rentrer dans Jérusalem. Parce que l'une des raisons profondes pour lesquelles on n'est pas rentré dans Jérusalem en 47, en 48, au moment de la guerre d'indépendance, c'était cette division-là. Il a fallu que pendant presque 20 ans, de 48 à 67, on unifie le peuple en armes dans Tsahal. Et donc, ça, c'est un point de comparaison parce que ici, c'est un petit peu c'est justement après les divisions politiques insupportables. On était au bord d'une guerre civile en 2023 avec ces manifestations, ces oppositions terrifiantes entre partisans et opposants de la réforme. Tout d'un coup, ce débat est apparu désuet et complètement dépassé par rapport à l'enjeu de la survie d'Israël. Et c'est ça, si vous voulez. Et en fait, c'est dans le cadre de Tsahal, qui, Baruch Hashem, existait depuis longtemps, c'est le Tsahal qui a été le creuset à nouveau de la réunification du peuple. Et je crois que c'est un problème. Maintenant, un problème important, c'est un facteur important. L'autre raison, encore plus profonde, euh, qui montre que oui, c'est une deuxième guerre d'indépendance, il faut la concevoir comme telle. D'abord, enfin, c'est ce que je vais dire tout à l'heure, c'est qu'il y aura des changements, il va y avoir une refonte sociopolitique qui prendra peut-être un peu de temps parce que la prochaines élections, c'est pas très bien quand c'est peut-être pas aux prochaines élections, mais celles d'après. Enfin bref, il y aura la nécessité de redéfinir la règle du jeu, de comment on élit nos représentants, que ce soit pas par ce système désuet qui avait mené à une impasse de cinq élections en 38 mois,
une impasse totale qui a d'ailleurs précédé la question de la réforme, parce que la réforme elle est intervenue dans ce contexte de dégénérescence politique. Et donc, pour se redresser de tout ça, il va falloir prendre son élan et modifier le système politique et électoral. Ça ne va pas se faire facilement parce que tous ceux qui sont dans leur chaise à la Knesset et ailleurs vous donneront 36 000 raisons pour pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Et en fait, la modification de la constitution israélienne qui est appelée de ses voeux par une commission qui existe depuis 25 ans, la Knesset, qui propose tous les 6 mois des plans, etc., a jamais été écoutée. Parce qu'aussi bien à droite qu'à gauche qu'au centre et partis sectoriels religieux, n'en parlons pas, ils veulent pas du tout changer un système dont ils profitent. Et donc, il va falloir que le peuple entre en jeu, qu'il y ait un grand mouvement de citoyens israéliens qui soit pour changer la règle du jeu, pour forcer ce passage. Mais là, l'autre raison qui est liée, pour laquelle, oui, c'est une guerre d'indépendance, et quelle guerre d'indépendance, et c'est la deuxième guerre d'indépendance, c'est que, comme l'a rappelé un auteur que je cite, un auteur israélien qui a beaucoup fait parler de lui cet hiver, il a sorti ce printemps, quelques mois, un livre extraordinaire, je parle de Mika Gutman, qui est un conférencier, qui est un philosophe, quelqu'un d'assez brillant. Il a sorti un livre qui s'appelle Le huitième jour, parce que comme vous savez, le 7 octobre fut le septième jour, le jour de Simchat Torah, et puis lui, il se posait la question de l'après, justement, le huitième jour. Et dans ce livre, que j'ai cité un passage d'un quart de page qui est assez phénoménal, dans lequel, justement, il explique à sa manière, il dit, oui, j'ai entendu souvent dans les lieux de conscription, des lieux où se regroupaient les soldats, que les officiers, dès le départ, parlaient de la Deuxième Guerre d'indépendance. Mais la véritable raison pour laquelle, oui, affirme-t-il, lui aussi, c'est la Deuxième Guerre d'indépendance, c'est que dans l'histoire juive et hébraïque, et plutôt hébraïque, eh bien, il y a toujours eu une première avancée et une deuxième avancée pour la confirmer. Et il cite comme ça quelque chose de tanachique qui est très, très profond, plusieurs exemples. Il dit que le créateur lui-même s'y est repris à deux fois avec sa création, puisque la création de Bereshit jusqu'au Maboul, au déluge, ça a été une catastrophe. Il a fallu que le monde soit détruit par celui qu'il avait créé et sauvé grâce à Noé. Mais on a refait une création après le Maboul et après l'histoire de l'Arche pour recréer une humanité sans le Hamas. Parce qu'on sait bien que qu'est-ce qui avait provoqué le déluge? Le Hamas, c'est-à-dire la violence et le règlement de toutes les midotes et des comportements. Alors, ça, c'est une première fois. Le créateur a refait sa copie. Et il insiste et il continue. Il dit aussi, Moshe, il a reçu les premières tables. Et il a fallu les premières tables. Il les a brisées à cause du veau d'or. Il a fallu qu'il reçoive les deuxièmes tables. Et c'est ces deuxièmes tables qui continuent d'être actuelles. Et donc, il cite un troisième. Richard, Un, un, je pense justement la singularité, la force de votre livre, c'est du fait que vous mobilisez toutes vos capacités, parce que votre connaissance approfondie de la géopolitique du Moyen-Orient, mais également ce qui frappe, c'est qu'à plusieurs reprises, c'est votre manière de faire souvent référence à des textes et des enseignements de la Bible pour nous éclairer sur une situation qui est en 2024, alors que les événements de la Bible ont eu lieu il y a déjà plus de 3000 ans. Absolument. Oui, j'essaie de faire ça un petit peu dans mes interventions. Et puis pour finir, parce que je voudrais juste finir, le troisième exemple qu'il cite, c'est la royauté. La royauté de Shaoul a été branlante et n'a pas abouti. C'est celle de David, oui, elle continue de nous inspirer. Et on pourrait trouver d'autres exemples. Lorsque j'ai expliqué ça, bon, donc il y a eu la première guerre d'indépendance et la seconde guerre d'indépendance. Et lorsque j'ai fait Shabbat dernier à Les Arabes, j'étais invité dans la famille de mon fils et j'ai fait une petite intervention très courte à la Seouda du Kiddush sur ce sujet. Quelqu'un a remarqué, il a dit, mais il y a aussi les deux traversées de la mer. Il y a eu il y a la traversée de Kriyat Yam-Souf et il y a la traversée du Jourdain. Et j'ai dit, mais oui, mais c'est un phénomène qui se trouve dans l'histoire hébraïque. Et j'ai dit, même mieux, je dis, il y a les deux destructions du temple, les deux Khorban. On sait que le Khorban Hachéni, qui est intervenu le jour de Tisha B'Av, il y a 1956 ans, nos Chachamim disent que l'ère messianique commence le jour même où le temple est détruit. Et donc, tous ces débats sur savoir est-ce qu'on est dans un ère messianique ou non, c'est des faux débats parce que les Chachamim Israël, ils ont déjà décidé et dit que l'ère des 2000 ans de messianique, le troisième cycle de 2000 ans qui mène à la Géoula, en fait, a commencé déjà à l'époque de la destruction du second temple. Et donc, on trouve ça beaucoup. Dernière question,
Dernière question. En introduction, vous parlez tout de suite de cette région, la Judée-Samarie, les localités et les villages juifs de Judée-Samarie, dont la population dépasse aujourd'hui près de 700 000 habitants. Et vous posez la question, constitue-t-elle un atout stratégique ou bien, selon certains, un fardeau pour la sécurité nationale? Et de surplus, qu'on entend ces derniers jours parler beaucoup de mouvements politiques, de justement de faire la ribonnoute sur la Judée-Samarie. Qu'est-ce que vous pensez de cette région? Quel est l'avenir de cette région dans l'année à venir? Alors, j'ai posé la question au début du livre pour laisser la place à un courant de plus en plus minoritaire d'Israéliens qui, depuis 67, ont parlé d'occupation, on fait des cafouillages considérables en ne comprenant pas ni l'importance de notre héritage dans cette région, qui est beaucoup plus biblique que la région de Tel Aviv, enfin, qui était complètement à côté de la plaque. Or, aujourd'hui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il y a un courant d'opinion très minoritaire qui subsiste. D'ailleurs, dans un des plateaux extraordinaires qui est mené tous les jours par Ayala Hasson sur la chaîne 11, avec des gens comme Yechiel Leiter, comme Dedi Simpri. Je me souviens qu'il y a eu à ce propos un moment assez comique où vous connaissez Dedi Simpri, c'est quelqu'un qui fait partie de ces nouveaux leaders. Iris Raïm aussi. Alors, il y avait là Oppenheimer, le responsable de Shalom Arshav, et qui a commencé à dire que il fallait arrêter toutes les guerres, que si on a ces problèmes avec les Arabes, c'est parce qu'on n'a pas une véritable volonté de paix, etc. Alors David Simpri l'a regardé avec, non pas de mépris, mais avec un sourire triomphant. Il lui a dit, mais tu sais quoi? À la fois tu m'énerves, mais en même temps tu me fais de la peine. Parce que tu m'énerves parce que ce que tu dis, ça fait 60 ans que vous vous trompez et vous êtes encore attaché à ces conceptions de ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Vous voyez le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il voudrait qu'elle soit. Mais ça m'énerve parce que quand même, la réalité vous a donné tort 1000 fois. Mais ils me disent, tu me fais rire et tu me fais de la peine en même temps parce que je pense que tu es un des derniers Mohicans, parmi les derniers Mohicans. Tu fais partie de cette espèce d'infime pourcentage d'Israéliens qui croient encore que c'est comme ça, alors que justement, en ce qui concerne la Judée-Samarie, tout le monde, enfin tous les sondages, tout le monde sait que s'il y a quelque chose qui est sorti de l'ordre du jour israélien, c'est un quelconque retrait partiel ou total. Les fameuses politiques qu'avait initié Sharon avec Bush, c'est les blocs d'implantation garderaient que 15 à 20% des grandes villes et des villages juifs regroupés pour évacuer, etc. Tout ça est passé aux oubliettes de l'histoire après le 7 octobre. Pas simplement parce que stratégiquement ça ne tient pas, mais parce qu'aussi dans l'opinion israélienne ça n'existe pas. Et donc oui, à l'ordre du jour, aujourd'hui, se pose la question qui se posait déjà dans le premier mandat de Trump à la fin, quand Trump a proposé un plan qui n'était pas du tout bon pour Israël. D'ailleurs, il faut savoir que Trump, il y a beaucoup d'aspects positifs dans sa victoire, mais il faut aussi savoir que c'est quelqu'un comment dirais-je, pas opportuniste, mais de l'autre sa fouille, comme on dit, c'est-à-dire d'inattendu. Et donc, pas penser que on va être que sur du velours avec lui, mais en tout cas, du côté israélien, on est conscient, comme on était d'ailleurs à cette époque-là, puisque Netanyahou avait déjà parlé d'une annexion de la zone, des zones israéliennes, la zone contrôlée par Israël. Je crois que c'était la zone B ou la zone C, pardon, à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, oui, ce sujet va revenir à l'ordre du jour. Et surtout, quand on examine bien qu'est-ce que c'est que ce front dont je parlais, le septième front, qui est celui dont on parle le moins, le danger de ces hordes palestiniennes armées qui se pullulent dans les grandes villes de Judée-Samarie. Oui. Et d'ailleurs, j'ai lu une chose intéressante, il n'y a pas plus tard que hier, j'ai lu une tribune qui est parue dans le Jerusalem Post en anglais, d'un analyste marocain qui s'appelle Amin Ayoub, qui dit la solution à deux États est morte. Bon, un arabe marocain, et qui dit que la solution pour justement pacifier la région, c'est l'annexion par Israël de la Judée-Samarie pour pouvoir exercer un pouvoir administratif et surtout militaire et sécuritaire conséquent. Donc vous voyez, incroyable, même dans le monde arabe, il y a des gens qui comprennent que l'équation est en train de changer.
Merci Richard Darmon. Le mot de la fin pour moi, ce sera une de vos pages qui pour moi est poignante et importante de lire. Vous citez Sarit Zussman, une mère endeuillée qui a perdu son fils Ben, qui était officier réserviste, qui est tombé en décembre 2023 lors des combats dans la bande de Gaza. Et malgré son immense douleur, lors de son ESPED, elle va nous dire quelques phrases que je vais reprendre. Nous n'avons pas d'autre choix, nous sommes un peuple qui valorise la vie. Pas comme nos ignobles et misérables ennemis, ces lâches, ces nazis et leurs alliés qui sanctifient la mort. Nous vivrons, nous prospérerons et nous construirons. Nos dirigeants doivent être dignes de nous, de l'esprit israélien qui palpite en chacun de nous, de l'esprit israélien qui anime nos incroyables soldats. Si eux ont réussi à mettre leur ego de côté pour privilégier la nation, il serait tout à fait normal que nos dirigeants fassent de même. C'est d'entre eux qui ne comprennent pas ça. Ces leaders qui se promènent avec un sentiment d'arrogance devraient se retirer pour faire place à ceux qui savent quoi faire. Parce que nous devons l'emporter. Am Israël Chai, toujours debout, debout avec la tête haute, maintenant plus que jamais. Sachons nous renforcer, ayons confiance et croyons. Exigeons le bien, attachons-nous au bien avec une instance et nous, avec une insistance et nous vaincrons. Merci Richard d'avoir été ici pour la parution de votre livre, La Seconde Guerre d'indépendance, qui est paru aux éditions provinciales. Mot de la fin. Richard, dernier mot pour conclure cette interview. Bah, écoutez, c'est un petit peu la citation que je fais dans la dernière ligne du livre. Je cite le Rav qui est Rosh Yeshiva de la Yeshiva euh, Shaoul à Tel Aviv. non, de la Yeshiva comment s'appelle-t-elle? Je vais le retrouver. C'est assez extraordinaire. C'est la Yeshiva d'Esder de Malot Yaakov, le Rav Yoshua Weizmann, qui a eu cette phrase. Il a dit: Le peuple éternel ne redoute pas les longs chemins. Et je crois que c'est bien ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.